On va commencer par établir un petit peu notre motivation. Je vous invite à prendre une position de méditation confortable. Et sans doute que la plupart d'entre vous ont soit déjà assisté à la première session, soit l'ont suivi ensuite en replay. Donc vous vous souvenez du thème. Le thème, c'était principalement l'enthousiasme. Et l'enthousiasme est généré en gardant à l'esprit ce qu'on peut générer quand on a plus de paix, plus de sérénité, plus de concentration. Sachant qu'on a tous et toutes un potentiel à beaucoup plus de paix, beaucoup plus de sérénité quand on met en œuvre dans son esprit certains leviers et dans son environnement extérieur certaines mesures. Et quand on a ces deux choses que sont les leviers intérieurs et l'environnement extérieur, eh bien, on arrive à produire quelque chose dans l'esprit qui, à mesure qu'il s'accroît, génère un peu plus de bonheur, un peu plus de paix, un esprit qui peut être souple, qu'on peut avoir sur le bout des doigts, et on se souvient des bienfaits. Et on va s'en souvenir pour commencer cette session en se souhaitant d'accomplir ces qualités de shamatha, de shiné. Il ne faut pas avoir peur de se dire et de se répéter et de passer du temps à se dire « Waouh, comme ce serait bien si j'avais plus de paix, si j'étais plus heureux. » Comme ce serait bien si, à mesure que je progresse dans cette pratique de la méditation, je pouvais intégrer toujours un peu plus des sujets profonds, réveiller en moi un potentiel à la transformation, réveiller ma nature de Bouddha, et on peut doucement faire naître cette détermination de se dire voilà, c'est vers ça que je souhaite aller. Parce qu'en accomplissant shamatha, on peut déconstruire les leviers de la souffrance et ensuite guider tous les êtres pour que eux aussi puissent mettre fin à la souffrance. Et donc la visée ultime, c'est sans doute la libération, l'éveil, mais en chemin, il faut certainement atteindre shamatha. Et que cette aisance, ce bonheur est mis au service de l'altruisme. Toutes les qualités qu'on développe dans shamatha, c'est nécessaire, on doit les cultiver, on doit les autoriser pour développer ensuite vipassana et pour atteindre la bouddhéité. Donc, on peut essayer de prendre refuge dans l'accomplissement de notre potentiel. C'est ce qui peut nous protéger de la souffrance qui est née d'un esprit distrait, d'un esprit comme un petit singe, qui produit des perturbations mentales sans qu'on puisse les contrôler, qui nous réveille la nuit, qui nous fait ruminer, tourner en rond, dire des choses qu'on regrette, faire des choses qu'on ne voudrait pas.
Et shamatha peut nous protéger de ça. Et donc on a avec cette détermination le souhait de se protéger, d'aller vers ce refuge de shamatha, d'aller vers ce refuge de vipassana, d'aller vers ce refuge de la libération de l'éveil pour le bien de tous les êtres. Et je vous laisse la formuler avec vos propres mots et faire résonner en vous le sens profond. Ok, très bien. Alors on va commencer cette deuxième partie. Donc dans la première partie, on a vu l'importance qu'il y avait à se motiver pour shamatha, parce qu'on ne peut pas forcer l'esprit à méditer. On peut le forcer à faire plein de choses, on peut forcer le corps à faire plein de choses. L'esprit, ça va être beaucoup plus difficile. Donc les textes présentent que la première chose à engager, c'est de produire en nous la joie. Et on dit bien effort joyeux pour le distinguer de l'effort qui est plus une peine. L'effort dans le bouddhisme, qui est la perfection de l'effort, c'est l'effort joyeux. Il y a besoin de la joie. Et la joie naît dans la certitude que la chose qu'on cherche à accomplir possède des qualités, qu'on est capable de les accomplir, ces qualités. On a vu la semaine dernière un petit peu le cahier des charges de l'effort joyeux. Et ça, normalement, ça doit nous pousser à déjà aller sur un coussin. Ça doit être suffisant pour nous dire « Ok, je vais quand même donner une chance au calme mental. Je vais quand même donner une chance à cette pratique. » Ça doit nous faire produire en nous une envie de s'asseoir sur le coussin. Donc c'est le premier levier, en fait, le plus important, c'est de nous libérer du temps. Et de nous libérer du temps, ça dépend de la motivation. Mais voilà, on a maintenant réussi à s'asseoir sur un coussin. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Et là, ça va être le deuxième levier. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est sur un coussin ? Alors si on pense que la méditation, c'est simplement de se vider l'esprit, ben là, il va falloir juste attendre qu'il se passe quelque chose. Et on peut attendre longtemps. Les textes vont dire que non, pour qu'on se détende, que l'esprit atteigne la sérénité, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Et ça, c'est un point qu'on pourrait aisément balayer, on pourrait se dire, bon, on pourrait passer à autre chose assez rapidement, mais les textes sont quand même assez clairs pour dire que ce qui conduit à la détente, c'est pas une forme de relâchement, et c'est malheureusement ce qu'on a l'impression souvent que ben voilà, j'ai une journée de travail, j'ai fait plein de choses, pour me détendre, il faut que je me relâche, je me mets dans un canapé, et c'est la déconstruction de l'action qui va produire la détente. Et on a un peu cette idée-là quand on médite, c'est de se dire c'est une absence, c'est un désengagement. La détente, c'est j'abandonne tout. Sauf que Lama Tsongkhapa, le grand maître yogi du XIVe siècle, disait il ne faut pas rendre équivalent nécessairement la méditation et la relaxation. Et on va voir exactement pourquoi. Parce que si on pense que la relaxation, c'est juste de ne rien faire, alors on ne va pas engager les leviers qui sont les leviers qui succèdent à l'effort joyeux. Il y a des leviers, il y a des choses à faire. Ce n'est pas en voulant, en souhaitant se détendre que la détente va se produire. C'est en accomplissant les causes et les conditions qui produisent la détente.
C'est comme la joie, si je vous dis « soyez joyeux ». Soyez joyeux. S'il vous plaît, soyez joyeux. Je veux voir des sourires sur les « voilà, soyez joyeux ». Quelqu'un qui est joyeux pourra le produire, mais quelqu'un qui n'est pas joyeux, il va se dire « ben voilà, mais qu'est-ce que je dois faire ?» C'est plus les causes à la joie qu'il faut activer que simplement se forcer à la joie. Et la relaxation, c'est la même chose. Donc si on prend comme départ de la concentration et de la méditation le fait de tout relâcher, et ben en fait, la détente ne va même pas se produire, en fait. Parce qu'on peut relâcher le corps. Moi, je peux complètement être flasque comme ça. Ce n'est pas ça qui va induire dans mon esprit une forme de profonde relaxation. Ce qui est quand même un des sous-produits de la méditation de shamatha. Je ne vais pas dire que la relaxation n'a rien à voir avec shamatha, mais ce n'est pas le point de départ. Le point de départ, ça va être d'avoir un objet, d'avoir quelque chose sur lequel s'agripper pendant la méditation et de se maintenir sur cet objet. En fait, la détente, elle va être pas recherchée simplement pour elle-même, elle va être le sous-produit de notre attention, elle va être le sous-produit de notre concentration. Donc la première chose à faire, une fois qu'on est assis sur le coussin, c'est de ne pas oublier cet objet de méditation. Il faut que, pour méditer, on ait un objet, on ait quelque chose sur lequel poser notre attention. Et ça peut être le souffle, ça peut être notre corps, ça peut être un objet visuel pour développer un peu d'attention, mais c'est souvent aussi un objet mental. Ça peut être une émotion même. On peut méditer sur l'amour, on peut méditer sur la compassion, on peut méditer sur l'impermanence. Des objets de méditation pour développer shamatha, il y en a des centaines. Il y en a une multitude. Et ça, c'est important pour commencer à comprendre ce qu'est la mémoire, que vous avez sans doute découvert dans le livre, et qu'on traduit aussi parfois par pleine conscience. La première chose à faire, une fois qu'on est sur le coussin, c'est de focaliser notre esprit sur un objet. Et on le fait sans arrêt, on est sans arrêt focalisé sur quelque chose, sauf que là, il va falloir le maintenir. Donc le premier levier qu'on vient employer pour commencer la pratique de shamatha, c'est la mémoire. La mémoire, c'est de ne pas oublier un objet familier. Donc là, il y a plein de choses déjà dans cette définition. De ne pas oublier, ça veut dire que, en fait, il faut que l'objet apparaisse dans notre esprit. Ce n'est pas la mémoire de me dire, bah oui, moi je me souviendrai des dates de la Révolution, mais elles n'apparaissent pas dans mon esprit. Être capable de mémoriser, de se souvenir de quelque chose, ce n'est pas vraiment ça la mémoire. La mémoire, c'est il faut que la chose apparaisse dans l'esprit. Donc par exemple, si j'ai la mémoire de mon souffle, il faut que je sois connecté en direct avec mon souffle. Et pour autant que je suis connecté à mon souffle, on peut dire que la mémoire, la pleine conscience, elle opère. C'est le premier levier. Il faut qu'on ait un objet, il faut qu'on ne l'oublie pas, et il faut que cet objet il soit familier. Pourquoi il faut qu'il soit familier? Ça, c'est parce que pour le souffle, ça peut nous sembler un peu évident. Bah oui, le souffle, bah oui, est familier, je sais quand même un peu ce que c'est le souffle, merci François. Mais pour des sujets beaucoup plus difficiles, comme la vacuité ou l'impermanence, il faut qu'on ait déjà produit l'objet avec la réflexion. Si l'objet il n'apparaît pas quand on réfléchit dessus, ça ne va pas être quand on va venir se focaliser en un point qui va être produit dans l'esprit. Pour ceci, pour vous faire vous souvenir de ce qu'on a évoqué il y a 2 semaines, qui est que c'est une séquence, vous vous souvenez des 3 sagesses? Le but de la méditation, c'est de venir intégrer dans notre expérience quelque chose sur lequel on a réfléchi, mais on ne veut pas simplement que ce soit juste compris intellectuellement, on ne veut pas s'arrêter simplement sur ce petit « waouh », c'est vrai que ça fait sens, mais on veut maintenant complètement l'intégrer dans notre expérience, on veut que ça devienne une seconde nature. Et pour ce faire, on a besoin d'une attention sur cette chose-là. On ne veut pas simplement que ce soit un petit moment de bienveillance pour les êtres autour de nous, on veut que ce soit quelque chose qui soit répété. Mais si on n'arrive pas à produire une bienveillance simplement en réfléchissant dessus, on ne va pas pouvoir se focaliser dans la méditation. Souvenez-vous bien de la séquence
D'abord l'étude, puis la réflexion, puis la méditation. Ça, c'est un point plutôt important. C'est vraiment un objet qui doit être familier. Donc la pleine conscience, c'est ça. C'est un petit peu comme quand on est sur la route et qu'on regarde devant soi. C'est ça la pleine conscience. On regarde la route. Quand on apprend à conduire, la première chose sur laquelle on doit être vigilante, c'est la route devant soi. Et ça, c'est dans l'Inde antique, on employait en général un éléphant. C'était le pilotage d'un éléphant, l'exemple pour illustrer la pleine conscience. Mais aujourd'hui, on peut vraiment tout à fait employer une voiture, par exemple. L'activité première, c'est de fixer la route. Et quand on commence à conduire une voiture, on ne peut pas vraiment commencer à regarder dans les rétros. Moi, je me souviens, j'étais sur une voie rapide et l'instructeur me disait « Regarde dans les rétros », mais c'était impossible pour moi. Donc l'activité première de la méditation, c'est de demeurer sur notre objet de méditation. Tout simple. Demeurer sur l'objet de méditation, ça c'est le pouvoir de la pleine conscience. Alors au départ, cette glu mentale qui n'oublie pas, c'est pas vraiment de la super-colle. Au départ, vous allez voir qu'on va perdre l'objet. Mais à mesure que cette force de la mémoire va se développer dans l'esprit, ça va devenir vraiment une super-glue. On ne va plus perdre l'objet. Et ce qu'on va voir dans cette session, c'est que la pleine conscience, pour qu'elle opère, il faut qu'il y ait quand même aussi un minimum de vigilance. On va le voir dans la deuxième partie. Mais on va commencer à faire des tests tout simplement pour voir de quoi on parle. Maintenant qu'on a généré peut-être un peu d'enthousiasme pour la méditation, on va, et je vous invite à prendre une position de méditation, on va rentrer tout doucement dans la pleine conscience du souffle. Et je dis pleine conscience et mémoire et remémoration sont des synonymes. Quand on entend méditation de pleine conscience, en fait, c'est cette qualité de l'esprit qu'on essaie de générer, qui n'oublie pas son objet. C'est rien d'autre que ça, la pleine conscience. Maintenant, elle a été transformée un petit peu, on a transformé un peu le sens dans la pratique de MBSR, dans la pratique de pleine conscience, mais historiquement, la fonction de la pleine conscience, c'est de ne pas oublier son objet, de ne pas oublier d'être aimant, d'être bienveillant, en ce sens qu'on le produit dans l'esprit. C'est ça la pleine conscience, ne pas oublier. Et là, ce qu'on va vouloir ne pas oublier, c'est notre souffle. Donc on va faire le test. Je vous invite à porter votre attention sur le souffle, et pas nécessairement dans le bas-ventre, pas nécessairement la sensation. Sachez simplement que vous inspirez quand vous inspirez, que vous expirez quand vous expirez. Tout simplement. Voilà, ok, c'est tout. On fait des petits tests, ça ne dure pas longtemps, mais pour maintenir l'effort joyeux, il faut qu'on arrive à se réjouir après, en se disant « Ok, j'arrive ». Je pense que la plupart d'entre vous ont réussi à inspirer et à expirer et le savoir. Quand j'inspire, je sais que j'inspire. Quand j'expire, je sais que j'expire. Levez des mains si vous n'y êtes pas arrivé. Ok, bon, c'est prometteur. Maintenant, il va falloir gagner un petit peu en durée, mais c'est toujours bien de commencer par un petit peu, et vous pouvez le faire plein de fois, ça. Faites-le plein de fois dans la journée, juste une respiration, 2 respirations, 10 respirations, et c'est surtout à la fin de regarder ce qui vient de se passer en vous disant « Waouh, j'y arrive !» Parce que c'est ce qui va débloquer l'effort joyeux de vous dire « Waouh, en fait, j'y arrive 10 fois. Pourquoi j'y arriverai pas 15 fois? Pourquoi j'y arriverai pas 20 fois? Est-ce que mon esprit est bridé comme les trottinettes à Paris? Ou passer 20 km/h, ça y est, on ne peut plus avancer? Non, l'esprit est complètement... il n'est pas bridé. Il n'y a rien dans le sutra qui s'appelle Eka Sutta dans la tradition pali. Il dit qu'il n'y a rien qui est plus maniable que l'esprit.
Et il n'y a rien qui... Quand l'esprit est dompté, et il n'y a rien qui est plus difficile à manier que l'esprit quand il est indompté. Et les limites de l'esprit quand il est dompté sont infinies. Donc veuillez me croire qu'on peut aller beaucoup plus loin que 10 respirations. Donc il faut trouver cette pleine conscience en se disant c'est ça la pleine conscience, c'est pas autre chose. C'est simplement que pendant le cycle d'une respiration, je n'oublie pas mon souffle. Ok, on refait un test. Ok. On regarde ce qui vient de se passer. Est-ce que j'étais focalisé? Est-ce que je n'ai pas oublié le souffle? Alors là, je vais faire une petite aparté avant qu'on continue. Dans le Lamrim, qui est commenté par Geshe Loden, il y a une partie importante de la méditation qu'on appelle trouver l'objet. Et en fait, il est dit dans les textes que cette pleine conscience, elle doit avoir un caractère de certitude. Elle doit avoir un caractère de vigueur. Et c'est un peu ce qu'on fait là. C'est-à-dire qu'avant même de commencer à méditer, on inspire, on expire et on se dit, après qu'on ait respiré, on fait un petit break et on se dit, ah ouais, ça c'est le souffle. Ça c'est le souffle. Et à mesure qu'on le fait, qu'on le répète dans la journée ou après plusieurs journées, on peut sentir que ça active dans l'esprit une forme d'intensité. C'est pas juste, ouais, bon, ok, ouais, bon, c'est le souffle, d'accord. C'est qu'il y a une forme d'intensité, comme conjointe à une forme de joie aussi. Comme si on passait un peu de la VHS au haut débit. Et ça, je l'explique par des mots, mais c'est à vous de trouver par expérience ce que ça veut dire. Alors, vous attendez pas à ce que ça vienne tout de suite, il va falloir faire pas mal de tests, c'est pour ça qu'on va avoir du temps entre 2 sessions pour que vous puissiez trouver ces choses-là dans votre expérience. Mais ça, c'est ce qui vient activer un des 2 ingrédients de la concentration. La concentration qu'on doit atteindre, elle a 2 caractéristiques. La première, c'est la stabilité. La méditation qu'on essaie de développer, elle nécessite une stabilité de l'esprit qui est non discursive, c'est-à-dire qu'on n'analyse plus. Au bout d'un moment, on n'analyse plus. Vous allez voir qu'en chemin, il va falloir analyser un peu ce qui se passe avec le job de la pleine conscience, mais à la fin, quand on a accompli le calme mental, il n'y a plus de ce facteur d'analyse, il n'y a plus de discursivité. Donc le premier attribut de la concentration qu'on cherche à développer, ultimement, c'est une grande stabilité. On reste avec l'objet et l'objet uniquement. On reste avec le souffle, on reste avec la bienveillance, on reste avec ces facteurs-là, sans discontinuité, et uniquement, exclusivement. Et le deuxième facteur qu'on a tendance un peu à oublier dans la pratique de shamatha, c'est la clarté mentale, l'intensité. En fait, on ne cherche pas juste à être stable et détendu dans la méditation de shamatha. On cherche à unifier 2 facteurs qui, la plupart du temps, nous semblent complètement irréconciliables, qui est une grande stabilité, une grande détente, et en même temps, du haut débit mental, quelque chose de très intense. Parce qu'une fois qu'on accomplit le calme mental, on a cette stabilité et en même temps ce facteur d'apparition qui fait que dans l'esprit, on peut méditer sur n'importe quoi et l'observer avec une grande clarté. Alors on pose souvent la question de se dire, mais ça veut dire quoi la clarté de l'esprit? Parce que l'esprit, il est immatériel. Pourquoi clarté? Qu'est-ce qui est clair? C'est un petit peu la clarté comme
la clarté d'un lac de montagne par rapport à un étang qui est recouvert de nénuphars, par exemple. C'est-à-dire que plus la surface de l'eau va être claire, plus elle va refléter ce qui est au-dessus d'elle. Donc la clarté mentale, en somme, c'est que l'esprit peut venir prendre l'apparence de toutes les choses sur lesquelles il se porte. C'est-à-dire que si je veux méditer sur l'amour, j'ai une représentation mentale qui se crée immédiatement. Si je veux visualiser un mandala, par exemple, ou quelque chose de très complexe, une apparition, une apparence dans mon esprit va se former immédiatement. C'est ça la clarté mentale. C'est une forme de haute intensité qui est capable de générer toutes sortes d'apparences dans l'esprit. Et cette apparence, ça peut être des qualités, ça peut être la bienveillance, la compassion, etc., etc. Donc il y a ces deux facteurs d'intense clarté, de haut débit, et en même temps dans un esprit qui est complètement stable, complètement apaisé. Et c'est d'ailleurs toute la subtilité de cette pratique de shamatha, c'est de réconcilier deux choses qui nous semblent un petit peu comme le feu et la glace. Parce que si on a trop de stabilité, on a tendance un petit peu à s'endormir, donc un décroissement de la clarté mentale. Et si on pousse trop la clarté, alors ça va conduire à une forme de nervosité. Le but étant pour nous de trouver comment allier ces deux facteurs qui ne sont pas irréconciliables, mais qui va demander un petit peu de bidouillage, un petit peu de micro-technique pour venir les placer dans l'esprit. Donc quand on trouve l'objet, la première chose à faire, c'est de trouver l'objet. Et ça se trouve par la réflexion, même le souffle. C'est ce qu'on fait là maintenant. J'inspire, j'expire. Pour que je sois conscient du souffle, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut que je sois conscient de sons, ou peut-être de sensations tactiles. Ou peut-être, si je suis comme ça, je peux le voir, le souffle. Mais c'est grâce à mes sens que je perçois le souffle. Faites le test. Essayez de percevoir votre inspiration et par quoi vous la percevez. Okay, vous pouvez la percevoir par ces trois facteurs que sont les sensations tactiles, peut-être un peu le son, peut-être que c'est un peu froid ici, peut-être que vous sentez votre peau qui touche votre t-shirt ou vos habits au niveau de l'abdomen ou du torse. Vous pouvez la voir aussi parce que tout à coup vos yeux se lèvent un peu. C'est comme ça qu'on perçoit le souffle. Donc essayez de faire juste un cycle de respiration et à la fin de ça, dites-vous, ok, ça c'est le souffle, ça c'est mon objet de méditation. C'est bien ça, c'est pas autre chose. Ok. On essaye. Et je vais ajouter une petite variable. Vous devez savoir que vous êtes conscient du souffle. Essayez de voir ce que ça pourrait être dans votre expérience. Quand vous inspirez, vous savez que vous êtes conscient du souffle. Un petit peu comme si dans la salle de cinéma, vous n'étiez pas simplement conscient du film, mais vous êtes conscient aussi que vous êtes dans la salle de cinéma, en train de regarder le film. Faites le test.
Et je fais volontairement des stops pour pas vous donner l'impression qu'il faille tout de suite partir dans la méditation. Non, 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 non. Prenez le temps de construire la certitude. Parce qu'en fait, ce qu'on est en train de stimuler dans l'esprit, c'est l'intensité, c'est la clarté mentale. Parce qu'il y a un moment, si vous le faites 10-15 fois par jour, ça, en essayant de percevoir ce côté de certitude, il y a un moment, vous allez sentir, qu'est-ce que ça veut dire, la haute définition mentale. Je pense que ça active aussi les fonctions cognitives de l'esprit. On fait un test. Ok. Et cette clarté mentale, elle est intimement connectée au premier levier du calme mental. C'est-à-dire que plus on a de joie, plus on a d'enthousiasme, plus on sait les qualités du calme mental, plus on sait qu'on peut les accomplir, plus on commence la méditation avec une vigueur mentale qui nous fait dire « Ah, ça c'est le souffle, pas de problème, là je suis dessus ». Qui vient contrecarrer en fait cette mollesse de l'esprit qui se laisserait gagner assez facilement par les distractions. Là, en fait, on a quelque chose de fort pour commencer. On a un élan qui est assez vif. Essayez à nouveau. Et vous pourriez passer autant de temps à faire le test de la respiration que de temps passé après à vous dire, en regardant en arrière, ah ouais, c'était bien le souffle. Les deux sont presque aussi importants. Parce que quand vous regardez en arrière, vous nourrissez cet enthousiasme. Et par répétition, ça génère et ça induit encore plus de clarté et d'intensité dans l'esprit. Essayons à nouveau. Ok. Donc ça, gardez-le bien en mémoire. Ne commencez pas vos méditations de calme mental avec un objet imprécis. Parce qu'en plus, ce qui peut se passer, c'est l'objet, on ne sait pas si c'est le souffle là ou là, puis parfois on change, ou si c'est un objet visualisé, ça commence par être une boule de lumière rouge, et puis après elle finit par tourner autour de la tête, et puis elle se transforme en Bouddha, et puis le Bouddha se transforme. Il faut être sûr de l'objet pour commencer. Il faut pouvoir générer cette clarté, cette intensité. Et vous allez voir que on n'a pas encore commencé à méditer là. Ça, c'est l'étape préparatoire. La pleine conscience, elle est connectée sur l'objet de méditation. Sauf que il n'y a pas que ça dans la méditation. Ce qui apparaît dans votre esprit quand vous méditez, si c'était que l'objet tout de suite, on aurait besoin sans doute que de la pleine conscience, sauf qu'il n'y a pas que ça. Donc je vais introduire maintenant le deuxième levier, on en parlera beaucoup plus la semaine prochaine, dans 2 semaines. Mais il va falloir qu'on fasse un truc, quelque chose avec tout ce qui nous vient, qui n'est pas du tout l'objet en fait. Qu'est-ce qu'on fait
des distractions. Alors on pourrait se dire, on n'en fait rien en fait. On ne s'en occupe pas, on reste sur l'objet. On revient encore et encore sur l'objet. Et c'est souvent comme ça qu'on conduit nos méditations. On n'emploie que le levier de la pleine conscience. Parfois, cette pleine conscience, elle est un petit peu bancale, en ce sens qu'on pense que la pleine conscience, elle peut opérer sans objet. Mais si on pense qu'il y a simplement à se soucier de notre objet de méditation, il va manquer, en fait, dans l'esprit, qu'est-ce qu'on fait de tout le reste, en fait? Qu'est-ce qu'on fait quand je suis en train de penser à ce que je vais faire demain, à ce que j'ai fait hier? Qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce qu'on s'en occupe? Parce que si on pense qu'il ne faut pas du tout s'en occuper et jamais le traiter, alors on va piloter un avion avec simplement le manche qu'on pousse devant et derrière. Sauf que l'avion, il a plusieurs axes, et il faut tourner de côté aussi. Et l'équivalent en voiture, c'est si on regarde uniquement devant soi, on pourra peut-être avancer un petit peu, mais il y a un moment, on risque quand même d'avoir des soucis. Si on ne regarde jamais dans ses rétros, si on ne regarde jamais autre part que devant nous, il va y avoir une difficulté à conduire correctement. Et la même chose pour la méditation. Il va falloir qu'assez rapidement, on engage le deuxième levier, le troisième levier, qui est le levier de la vigilance. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est vous rester attentif au souffle et vous essayez de voir ce qui se passe à côté. Est-ce que vous avez des pensées qui viennent? Est-ce que vous avez des moments où vous perdez complètement le souffle? Essayez de porter attention à ce qui se passe, qui n'est pas du tout votre objet de méditation. On essaye. Ok. Dans le pilotage, dans l'Inde antique, on comparait ces deux fonctions que sont la mémoire et la vigilance. C'est la vigilance vénérable dans le livre de Geshe-Loden? Non, oui, c'est la vigilance, d'accord. Parce que parfois c'est décrit en tant qu'introspection. Il décrivait ça comme la pleine conscience, c'était en fait la corde qui venait attacher l'éléphant de l'esprit au poteau de l'objet de méditation. Et pour ce faire, on avait besoin de dompter l'éléphant avec ce qu'on appelait un ankouche. Un ankouche, c'est un espèce de crochet de Karnak. C'est le crochet qui venait assez cruellement poser à différents endroits, sur les paupières de l'éléphant, derrière ses oreilles, à des endroits sensibles, qui permettaient à l'éléphant d'accomplir des tâches. Donc on ne commençait pas à monter sur l'éléphant avant que l'éléphant soit un minimum quand même pacifié, pour faire comprendre qu'il faut commencer par la pleine conscience. Si vous prenez un éléphant mâle en Asie et que vous essayez de lui monter dessus alors même qu'il n'a pas du tout jamais vu d'être humain, vous allez passer un sale quart d'heure. De la même manière, on ne commence pas à observer uniquement ces distractions en perdant complètement l'objet, parce que ça va donner lieu à une rumination sous stéroïdes. C'est-à-dire qu'en fait, on va passer sa méditation à se dire « Ah François, tu vois, tu es distrait, mais tu es encore distrait, tu penses à ça, voilà, ça revient encore, ouais. De toute façon, c'est toujours pareil, mais tu t'en sortiras jamais. » Ben, bien sûr, ça revient, voilà.
Et là, en fait, on se tient à l'affût des pensées qui viennent et elles vont adorer ça. Ça va être le festival. Le moyen qu'on a de porter attention à la périphérie, c'est parce qu'on garde une encre marine, hein, une encre sur l'objet de méditation. Donc le premier pouvoir, qui était illustré dans l'Inde antique par la corde, c'est déjà de rester un minimum sur l'objet de méditation. Et ce qui est exactement la même chose que lorsqu'on conduit en voiture, on commence déjà à regarder devant soi avant de regarder trop dans les rétros. Et c'est pareil dans la méditation. On commence, la priorité, c'est maintenir notre attention sur le souffle, si c'est le souffle qu'on a choisi comme objet de méditation. Et en périphérie, si on commence à avoir un petit peu de stabilité, si au jour où on médite, ça se passe plutôt bien, on commence à un peu regarder ce qui se passe. Alors maintenant, on va se poser la question, mais on regarde, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on fait des pensées qui nous viennent? Est-ce qu'on essaie comme à la fête foraine, vous vous souvenez, le jeu des taupes à la fête foraine? Non, alors, il y avait des trous avec des taupes qui sortaient, puis on avait un marteau, et puis dès qu'il y avait une taupe qui sortait, paf, on lui tapait sur la tête. Et plus on était fort à ça, plus les taupes, elles sortaient des trous, et ça allait de plus en plus vite. Si on tape sur la tête des perturbations et des pensées qui nous viennent, elles vont adorer. Elles vont faire paf, 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 elles vont sortir encore plus. Il ne faut pas taper sur la tête de nos pensées, il faut simplement observer leur présence, savoir que, bon, ben ok, j'ai ces choses-là, mais on ne les invite pas, mais on ne les chasse pas au fusil non plus. C'est vraiment essayer de trouver l'équilibre entre porter attention à leur existence, au fait qu'elles soient présentes dans nos esprits, ne pas vouloir les chasser avec trop d'animosité, mais pas non plus se laisser embringuer dans le petit cinéma qu'elles vont commencer à vouloir nous raconter. Faisons le test. Principalement, on observe le souffle. Faites le test. Ok. Alors, ce que vous observerez peut-être, c'est qu'il arrive souvent qu'on ait des pensées, que l'instant d'après, on a complètement oublié ce qu'on venait de penser. Donc là, vous allez me dire, mais comment on fait pour développer la vigilance? Parce que, en fait, quand j'ai une pensée, je pars complètement. Quand la pensée est terminée, je m'en souviens plus. Et la vigilance, elle fait quoi vraiment? C'est une vraie question, ça. Hein. Quand je pars dans le film, bah, je suis complètement parti, je ne peux pas être vigilant à ce moment-là, je suis complètement parti, là, je suis dans la pizza aux olives que je vais me faire, ça y est, je suis dans la recette là. Là, je vois là, la pâte, je suis pris dans le film, là, j'ai aucun moyen de m'extraire de ça. Et quand je reviens, je me pose sur le souffle, mais si je devais me dire mais à quoi j'ai pensé, je ne m'en souviendrai même pas. À quel moment est-ce qu'on est vigilant? Posez-vous la question, faisons le test. Observez votre esprit. Quand vous avez une pensée, une distraction, des images mentales, un souvenir, un commentaire, essayez de voir si vous pouvez vous en souvenir déjà. En maintenant une appréhension du souffle, hein, quand même, à minima.
Ok. Alors c'est des détails un peu techniques, mais croyez-moi, si vous arrivez à comprendre comment conjuguer ces deux facteurs dans votre esprit, je pense que vous pouvez déjà aller assez loin dans la méditation. Vous pouvez aller sans doute jusqu'au niveau 4. Le niveau 4, c'est quand vous perdez plus l'objet de méditation pendant votre méditation. Parce qu'en fait, on parle souvent de la vigilance et on parle de la vigilance en lien avec le relâchement et l'excitation, ce qu'on verra dans 2 semaines. Mais en fait, la vigilance, elle travaille déjà avant. Mais elle travaille à percevoir la présence de nos pensées. Donc comment on fait vraiment? Déjà parce que moi, quand je suis sur le souffle, quand j'ai l'impression de me souvenir de quelque chose ou de regarder ce qui se passe ailleurs, j'ai l'impression de perdre l'objet. Est-ce que ça nécessite qu'on perde l'objet quand on utilise notre vigilance? Est-ce que ça nécessite qu'on perde complètement le contrôle de la voiture quand on regarde dans les rétros? Faites le test. Voyez si vous pouvez rester à minima sur le souffle et quand même de savoir un peu de temps en temps ce qui se passe. Ne le faites pas tout le temps parce qu'on se souvient que l'activité principale, c'est regarder devant soi quand on conduit. Et de temps en temps, on se pose la question de ce qui est en train de se passer. Est-ce que j'ai des projections, des images mentales, des souvenirs, etc. Faites le test. Vous voyez comment on rentre dans la méditation très calmement. Il faut bien asseoir la technique avant de se lancer dans des méditations, même de 5 minutes, pour bien comprendre ce qu'on doit faire. Ok, donc la pleine conscience, c'est assez facile de savoir ce que c'est. On maintient l'objet, mais ça ne veut pas dire que l'objet apparaît toujours très clairement. Ça ne veut pas dire qu'on est conscient de toutes les micro-variations du souffle. Quand on commence la méditation, par opposition au test qu'on a fait, où là on mettait l'accent sur la clarté, l'intensité, la certitude, quand on commence la méditation de calme mental, on baisse un peu dans nos standards de qualité. C'est comme si la première étape qu'on a fait de trouver notre objet avec cette certitude, c'était de dessiner un croquis du souffle assez précis. On essaie de percevoir où il est, comment il passe, est-ce qu'il est froid, est-ce qu'il est chaud, est-ce qu'il est long, est-ce qu'il est court. Mais quand on va commencer la méditation, là, les textes disent qu'il faut mettre l'emphase sur la stabilité uniquement. Parce que si on est trop dans la clarté, il y a un moment, ça va tendre l'esprit. Pour commencer la méditation, on commence avec la stabilité. Donc là, on se dit, bon, le souffle, il est là, de toute façon, à minima, j'en ai une impression assez vague, ça suffit. N'essayez pas de faire que vous soyez connecté en haut débit à ce moment-là. Ça, c'était simplement pour commencer à réveiller un peu la clarté mentale. Quand on commence la méditation de Shamatha, on est seulement sur la détente, sur la stabilité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas trop rester avec l'objet parce qu'on voit qu'en périphérie, il faut s'occuper aussi des distractions. Donc la question de la vigilance maintenant, c'est comment elle fonctionne, comment ça marche, comment ça se passe. Comment je peux être conscient du contenu de mes pensées sans perdre l'objet?
Et comment je peux résoudre cette question de me dire, quand je suis parti dans mes pensées, je ne peux pas être vigilant, et quand je suis revenu, ça sert à quoi d'être vigilant, je suis revenu de toute façon. Qu'est-ce qu'il faut faire vraiment? C'est quoi le boulot de la vigilance? Et bien en fait, c'est un petit peu comme un apprenti, quelqu'un dans un supermarché par exemple, qui doit veiller à ce que les gens ne volent pas dans les rayons. Au départ, cette personne, elle va s'apercevoir que les gens ont volé quand ils ont déjà passé la porte de sortie. Donc, les gens vont être passés devant cette personne, ils vont prendre la porte de sortie, et puis là, l'agent de sécurité en devenir va se dire « Ah ouais, mais attends, mais lui, il a un gros truc dans sa poche, je pense qu'il ne l'avait pas quand il est arrivé, je vais voir ce qui se passe. » Et à mesure que cet agent de sécurité va devenir expert, il va commencer à pouvoir voir quand les gens vont commencer à voir même seulement le geste de piquer un paquet de bonbons. Bon, c'est un exemple que je trouve qui n'est peut-être pas non plus bon à tous les niveaux, mais ça vous donne l'idée de ce que c'est que la vigilance pour commencer. La vigilance pour commencer, en fait, elle va fonctionner a posteriori. Elle va fonctionner une fois que vous êtes revenu de vos distractions. Elle va fonctionner par mémoire. On ne peut pas être dans le bouddhisme, dans la psychologie bouddhiste, on ne peut pas avoir de conscience de la conscience simultanée. Je ne peux pas avoir une conscience qui regarde ma conscience au même moment. C'est impossible. Donc en fait, la vigilance, elle peut être que consciente de la pensée qu'on vient d'avoir. De la pensée qu'on vient d'avoir. C'est-à-dire qu'elle fonctionne par mémoire. Donc pour éveiller cette vigilance, il va falloir se souvenir. Parce qu'au départ, vous allez remarquer que la plupart de vos pensées, une fois que vous revenez de votre petit film, vous n'arrivez pas du tout à savoir ce qui s'est passé. Vous avez complètement perdu le film. Vous ne savez pas qu'est-ce qui vous a lancé sur cette pensée. Vous ne vous souvenez pas du fil conducteur. Alors peut-être vous allez vous en souvenir, hein, parfois, je vous le souhaite d'ailleurs. Mais il peut arriver que vous n'en souveniez pas du tout. Donc là, vous allez faire comme l'agent de sécurité, vous allez rechercher à la sortie la pensée que vous venez d'avoir. Vous faites une capture d'image. Ça, ce n'est pas vraiment présenté dans les textes classiques, mais ça me semble être implicite du sens des textes classiques. C'est que la vigilance, elle a besoin d'opérer par souvenir. Donc, c'est-à-dire que vous restez en contact avec le souffle, et quand vous avez une pensée de laquelle vous émergez, une pensée grossière qui vous a complètement emmené, vous a l'impression de revenir, vous faites une capture d'image, vous essayez de vous souvenir très brièvement du contenu de cette pensée-là en maintenant toujours une appréhension du souffle, à minima. Ça, c'est, il me semble, un point crucial pour vous emmener au moins jusqu'au niveau 4, parce qu'il va falloir travailler ce pouvoir de la vigilance. Et ce qui va se passer, on est un petit peu dans la théorie, mais vous allez voir comment ça s'organise en pratique, et vous aurez la session la semaine prochaine pour le mettre en œuvre. Ce qui va se passer, c'est qu'au départ, vous allez vous souvenir des choses une fois que vous en êtes revenu. Vous êtes revenu du film, vous vous en souvenez. Mais en vous souvenant, vous activez la possibilité que la fois prochaine, vous allez vous réveiller plus tôt de votre distraction. Parce qu'en fait, vous allez travailler la vigilance pour commencer à être vigilant quand le voleur il passe devant vous plutôt que quand il est déjà sur la porte en train d'être sorti. Et plus ça va, plus vous allez réussir à observer vos perturbations et vos pensées et aux choses qui n'ont rien à voir avec votre objet de méditation avant même que vous ayez vraiment pris la tangente. Et c'est vraiment le grand apport de la méthode tibétaine pour développer le calme mental, c'est que c'est
c'est rendu clair ça, c'est systématique, on comprend exactement ce qui se passe, comment c'est développé. C'est-à-dire qu'on a la pleine conscience, au départ on va avoir ce qu'on appelle, et ce qu'on a vu il y a 2 semaines, ce qu'on appelle des distractions grossières, on perd complètement l'objet. Donc là vous revenez de ces distractions et vous faites une petite capture d'image, vous restez encore un petit peu sur le souffle, peut-être à 10% sur le souffle, c'est juste pour ne pas être complètement parti, parce que sinon vous allez repartir dans le film. Il ne faut pas repartir dans le film, il faut juste essayer de vous dire, c'était quoi que j'avais, c'était quoi cette pensée-là. Et ça va rendre possible ce qu'on appelle la mémoire prospective, qui est que ça va vous réveiller la fois prochaine. Ça va nourrir en vous l'enthousiasme pour que la fois prochaine, le film, au lieu de durer 1 heure, il va durer 30 minutes. Et à la 30e minute, votre mémoire va se réveiller en disant « Hop, François !» Et il y a un moment, cette mémoire, elle va vous empêcher de partir complètement. Et là, ce qui va rester, c'est simplement ce qu'on appelle des distractions moyennes. C'est-à-dire des distractions, on est connecté au souffle, on a des images très claires qui viennent dans l'esprit, mais on n'est pas complètement en train d'avoir oublié le souffle. Et petit à petit, cette vigilance, elle va réussir à observer les micro-détails et les micro-variations avant même qu'il y ait des images qui se forment dans votre esprit. Et quand on fait ça, alors l'esprit va commencer à être uniquement et exclusivement porté sur l'objet de méditation. Et ce qu'on verra dans 2 semaines, c'est qu'une fois qu'on n'oublie plus son objet, qu'il y a encore plein d'images, vous allez voir qu'à mesure qu'on avance, on ne perd plus l'objet de méditation, mais il y a encore plein de choses. On a des images, des pensées qui sont très claires, qui sont formulées dans notre esprit, mais on ne perd plus l'objet. On n'a pas l'impression de revenir en se disant « Oh là là, François, tu faisais... Ah oui, méditation, méditation. » Ça, c'est quand on perd vraiment l'objet. Et quand on va pouvoir rester sur l'objet sans le perdre complètement, la vigilance, elle va pouvoir gagner un niveau. Elle va commencer à percevoir si on est en train de tomber dans le relâchement ou l'excitation. Elle va aussi percevoir ce qui est rarement explicité dans les commentaires, dans les textes, mais qui est hyper important, c'est que la vigilance, elle va commencer à regarder les bienfaits de la concentration. C'est-à-dire qu'à un certain niveau, on ne perd plus notre objet de méditation, on a encore plein d'images qui viennent, et cette vigilance, en périphérie d'être observante de la pleine conscience qui observe le souffle, elle va commencer à regarder le bien-être qu'on ressent. Elle va commencer à regarder le bonheur mental qu'on perçoit. Et elle va commencer à percevoir la détente et la souplesse et la paix intérieure. Et en observant ça, ça va revigorer l'esprit pour aller beaucoup plus loin. Et c'est ce que je vous ai dit il y a 2 semaines, il y a une espèce de réaction en chaîne qui va se créer. À partir de ce moment-là, où le carburant de la méditation, il est induit par la méditation elle-même. C'est-à-dire qu'on est observant de l'objet de méditation et en périphérie, on aperçoit tout ce que ça nous apporte, ce qui crée encore plus de dynamisme mental pour être encore plus exclusivement avec l'objet de méditation, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et là, si les 4 premières étapes sont un peu comme de tirer la tondeuse pour qu'elle démarre, à partir de l'étape 5, la tondeuse, elle commence à partir. La réaction en chaîne de la méditation commence à se faire et on peut demeurer avec l'objet de plus en plus longtemps. Ok, donc là on va faire un exercice maintenant. Vous allez essayer de voir la différence entre des distractions grossières, celles où vous avez vraiment l'impression de revenir sur le souffle après, et d'autres où j'ai l'impression que le souffle n'est plus trop là, mais vous ne l'avez pas complètement perdu non plus. Ça, c'est une distinction hyper importante. Essayons.
Et pour savoir si vous avez des distractions grossières ou subtiles, ou moyennes, pardon, il va peut-être falloir vous souvenir des distractions que vous venez d'avoir. De faire une brève capture d'image. Je dis capture d'image parce que c'est un bon moyen pour expliquer que en fait, vous n'essayez pas de repartir dans le film, vous essayez juste de savoir un petit peu le thème de ce sur quoi vous venez de produire dans votre esprit, du film dans lequel vous êtes parti. Ok, on fait une pause. Alors vous allez peut-être vous apercevoir en le faisant plusieurs fois qu'en fait il y a plein de perturbations qu'on a qui ne nécessitent pas qu'on ait perdu complètement notre objet de méditation. Et ça, ces perturbations-là, elles vont disparaître très tard. Il ne faut pas espérer qu'en commençant, elles disparaissent. Les plus problématiques, c'est celles qui nous font complètement perdre l'objet. Ça, c'est priorité number one. C'est celles qui nous font complètement perdre l'objet. Les autres, j'ai presque envie de dire, n'y portez pas attention, c'est pas grave. C'est pas grave si vous avez le souffle et en périphérie des images qui viennent. Parce qu'en ayant cette appréhension plutôt relaxe, en fait ces choses elles vont partir parce que vous allez conserver une ancre dans le souffle. Vous allez avoir des petites voix, des images, mais voilà, vous savez que c'est normal que ces choses soient là jusqu'au niveau 8. Elles auront disparu au niveau 8, les distractions moyennes et subtiles. Donc, ok, c'est normal que j'ai des pensées, des mémoires, et vous allez voir que même à mesure que vous avancez, elles vont être beaucoup plus vives. C'est complètement normal. Et ça participe de calmer l'esprit en vous disant, c'est pas parce que vous avez une distraction que vous êtes en train de perdre votre objet de méditation et que vous avancez pas en fait. Ça permet de trouver de la détente aussi, parce qu'on se dit, ok, bon, l'objet déjà, il n'a pas besoin d'être très clair, on s'en fiche. Deux, il peut y avoir plein de choses dans mon esprit, c'est pas grave. Donc en fait, vous acceptez les vagues. C'est ce que ça génère au fond. C'est que vous êtes un navire et que vous acceptez les vagues, les creux. Les creux, je ne vois pas tellement l'objet. Les vagues, au fait, ça fait splash. Bon, très bien. Et ça positionne votre esprit dans un état plutôt serein qui va permettre d'aller au-devant de ces perturbations avec beaucoup plus comment dire, d'habileté. Refaisons le test. Alors le test, c'est on reste à minima conscient du souffle et la vigilance qui observe si on perd complètement le souffle ou pas. Et vous avez le droit, si vous êtes complètement parti, en restant encore un peu avec le souffle, de faire des petites captures d'images en vous disant c'est quoi ça, c'était quoi. Mais juste de vous dire ça, ne rentrez pas dans le film, ne repartez pas dedans, juste ça.
Ok. Alors peut-être certains d'entre vous auront aperçu que dans votre esprit, quand on fait ça, ça apporte un peu de stabilité, où on peut observer que, ouais, c'est vrai, je ne perds pas tout le temps l'objet en fait. Parce que si je fais encore une fois la chasse à toutes les taupes, ça va créer une tension très très importante dans l'esprit, et en définitive, ça va faire qu'on estime être au niveau 8 alors qu'on n'est qu'au niveau 1. Non, au niveau 1, 2, 3, 4, 5, 6, on a encore toutes ces distractions qui viennent malgré le fait qu'on soit connecté au souffle ou à notre objet de méditation. Et quand on trouve juste cette alliance pour commencer de la pleine conscience et de la vigilance, on se donne déjà les moyens de pouvoir méditer beaucoup plus efficacement. Parce que si on n'a que la vigilance, c'est comme les taupes, elles vont adorer. Si on n'a que la pleine conscience, eh ben, on va être distrait. En fait, la pleine conscience, dans les textes classiques, sa fonction, c'est de maintenir l'objet de méditation et d'empêcher la distraction. Et la vigilance, c'est d'observer si on est distrait. Et en fait, on a besoin de ces deux facteurs-là. On ne peut pas en avoir qu'un seul. On a besoin de ces deux choses. C'est le pack de départ. C'est le package de départ. Refaisons un test. Ok. Et ce qui détermine la durée de vos sessions de méditation, c'est pas arbitrairement que je me suis fixé 10, 15, 20 minutes, c'est à quel point ces deux choses-là, que sont la pleine conscience et la vigilance, continuent d'être efficaces. Il ne faut pas attendre que ces deux dégénèrent trop pour s'arrêter. Vos sessions doivent être déterminées par la qualité de ces deux choses-là. Et en fait, il faut quasiment s'arrêter quand on est au maximum avant qu'on redescende. Et vous verrez tous les bienfaits de faire ces mêmes tests qu'on fait à multiples reprises dans la journée. Parce que ça va vous donner vachement d'enthousiasme pour continuer. Parce que vous dites, ok, mais si j'arrive à rester 4 minutes sans perdre l'objet, eh ben c'est presque le niveau 4 en fait, déjà. Je ne perds plus l'objet, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de distraction, il y a plein de bruit encore. Donc ça donne foi à ce qu'on puisse accomplir plus que ça. Niveau 5 est donc à portée de main. Et le niveau 5, ça va être de reconnaître les qualités de la concentration pour générer de la joie. Cette joie va ensuite nous permettre de faire passer la vigilance à un niveau plus,
qui, cette fois-ci, plutôt que de reconnaître les distractions, va pouvoir reconnaître les micro-perturbations du relâchement subtil qu'on verra dans 2 semaines et de l'excitation. Et tout ça, ça se fait avec la joie en fait. C'est comment on autorise la joie en maintenant son objet de méditation. Au niveau 5, 6, on génère cette joie. Et comme on a de la joie, au niveau 7, on commence à générer l'effort joyeux par la méditation. Et là, les durées de méditation deviennent exponentielles parce qu'on a l'effort joyeux, parce qu'on a la joie dans la méditation. Donc vous voyez l'idée de commencer une méditation et de faire 1 heure et d'être complètement parti, à quel point c'est délétère pour la pratique elle-même. Parce que ça contrevient au premier pouvoir qui est le pouvoir de l'effort joyeux, parce que ça vient complètement le briser, parce qu'on a l'impression qu'on fait n'importe quoi ou qu'on est complètement parti. Et puis ça nous habitue à prendre des mauvais réflexes sur la pleine conscience, sur la mémoire et sur la vigilance. D'où l'intérêt, et ça c'est les textes classiques tibétains, indo-tibétains qui le disent, de faire plein de petites sessions dans la journée. Et il y a un moment, de toute façon, vous allez sentir, ok, maintenant je passe à 5 minutes, je vais essayer. Ok, on fait un test maintenant. Garde la pleine conscience, la mémoire sur le souffle. Et on essaie de faire la différence entre les distractions qui nous font complètement perdre notre objet de méditation et celles qui coexistent, même si elles nous accaparent quand même beaucoup. Et qu'au moment où elles nous traversent l'esprit, on a l'impression presque d'avoir perdu le souffle, mais en fait non, pas vraiment. On n'a pas l'impression de revenir sur le souffle. Ok. Donc c'est peut-être normal que vous ayez plein de questions, de remarques, et d'ailleurs pour vraiment mettre en place cette technique, il faudrait qu'on puisse échanger beaucoup. C'est pour ça qu'on va conserver quand même une dizaine de minutes pour les questions, mais c'est vraiment un système à mettre en place et ça demande pas mal de petites mécaniques. Hein. On va juste terminer par une dédicace, de souhaiter que cette technique qui nous semble, juste technique, mais qui, pour nous parvenir, a nécessité quand même pas mal de travail de maître dans le passé, et pour préserver la grande qualité de cette méthode, qui peut sembler juste une forme de mécanique, mais qui nous permet quand même, ne l'oublions pas, de développer des états d'esprit très puissants, qui est une porte d'entrée vers une accumulation bien plus profonde de nos qualités.
et qu'on a la chance d'avoir cette technique enseignée aujourd'hui, conservée dans sa pureté, sans avoir été transformée, dégradée par les années. Et ça, c'est quand même une grande, grande chance. Donc on peut produire dans notre esprit la résolution et la ferme conviction de se dire, voilà, puissais-je en faire quelque chose, ça en vaut tellement la peine. Puissais-je, à travers cette technique, développer plus d'amour et de bienveillance, ouvrir mon cœur à tous les êtres, et accomplir mon potentiel pour eux, pour tous ces êtres, pour la paix dans le monde. Voilà ce qui importe. Voilà ma contribution. Et on va regarder les questions, s'il y en a. Que faire du comptage qui reste? Du comptage de la respiration? Est-ce que je comprends la question? Que faire du comptage qui reste? Compter la respiration, si ça vous aide, tant mieux. Je ne l'enseigne pas trop, moi, en général. Je l'ai fait pourtant des années, mais en fait, je me rends compte qu'avec cette technique, il n'y a plus vraiment besoin de le faire, même si dans les textes d'Asanga, on est encouragé à pouvoir à compter les respirations jusqu'à 21, je crois. Ça vous aide, vous pouvez faire inspire, expire, à la fin de l'expiration, vous comptez 1, et vous allez jusqu'à 21. Si ça vous aide à maintenir une encre mentale, vous pouvez le faire. Mais je ne suis même pas sûr que c'était ça la question. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, c'est le moment. Sinon, je regarderai les questions qui ont été posées sur Google. Quand on fait des séances de calme mental différents au moment de la journée, doit-on reprendre refuge à chacun de ces moments? Ça, c'est à vous de voir. Si vous semblez que ça peut être bénéfique, oui, pourquoi pas, oui. Où place-t-on l'objet de concentration? À l'extérieur de soi, devant les yeux, au-dessus de la tête, à l'intérieur de soi? Ça dépend de l'objet. Si c'est le souffle, il sera à l'intérieur. Si c'est un objet visualisé, il peut être à l'intérieur ou à l'extérieur du corps. Ça va vraiment dépendre du support de méditation. On peut visualiser des mantras à l'intérieur de son corps, on peut visualiser des mantras à l'extérieur, on peut visualiser... Il y a plein de différentes possibilités. Réciter un mantra en même temps que la visualisation de l'objet, le mantra correspondant au Bouddha visualisé revient-il à avoir deux objets de concentration au lieu d'un seul? Ça peut être beaucoup, ça. Il peut y avoir des pratiques du Vajrayana où on fait des récitations en même temps que des visualisations, notamment pour les mantras, c'est vrai, mais dans le contexte de la pratique comme elle est exposée ici, je pense qu'il vaut mieux maintenir juste le Bouddha ou juste les mantras. Oui, voilà. Lorsque l'objet est porteur de sens, un Bouddha, et que son sens prend vie pendant le temps du calme mental, la sensation qui peut en émerger revient-elle à sortir du calme mental en un point? Ça dépend. Si vous vous sentez tout à coup excité, que vous pensez à autre chose et que cette excitation sur les qualités de Bouddha vous fait penser à la vie de Bouddha, par exemple, ça vous fait sortir du calme mental. Dans le dessin du shamatha, vous verrez, il y a un petit singe sur un arbre qui est à gauche.
En fait, le petit singe, il représente le fait que c'est vrai, quand on va développer le calme mental, il va y avoir des pensées d'amour qui vont être très fortes, qui vont jaillir dans notre esprit, des choses qui vont être très bénéfiques. Mais même ça, c'est comme le petit singe, il faut les laisser de côté parce que ça devient des distractions. Donc, par contre, si on peut, quand on observe une image visualisée, ressentir un bienfait en nous, c'est ce qu'on doit commencer à observer au niveau 5. Donc ça, pas de problème si ça ne nous fait pas perdre l'objet. Il va falloir le faire en plus. Donc à la fois être conscient de l'image visualisée du Bouddha, mais de voir aussi ce que ça génère dans notre esprit comme souplesse, comme détente, comme relaxation, etc., etc. Alors, quand l'objet est extérieur, figure du Bouddha par exemple, doit-il être visualisé à la hauteur des yeux ou peu importe? Alors, à la hauteur des yeux, ça peut avoir un peu tendance à tendre l'esprit. On dit qu'on le visualise au niveau du nombril pour développer la stabilité, plutôt au niveau des yeux pour induire plus de la clarté. Donc, en fait, on peut le déplacer en fonction des besoins. D'ailleurs, le souffle, si vous le visualisez plutôt ici, ça va avoir tendance à plus générer de la clarté. Si vous pensez que ça vous donne des maux de tête, c'est que vous devez... l'indication, c'est sans doute de descendre un peu l'objet de méditation au niveau du nombril, par exemple. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Comment peut-on être sûr qu'on médite? Parfois, j'ai la sensation qu'un je me regarde méditer. C'est étrange. C'est comme si mon esprit observait mon esprit, prêt à bondir s'il s'égare sans perturbation. Est-ce que hors sujet, hors chiné? Alors, la vigilance est parfois décrite comme une métacognition, c'est-à-dire être conscient de nos états de conscience. Donc, cette métacognition, qui est un peu similaire à ce qui est posé dans la question, peut tout à fait coexister avec la méditation. Maintenant, si on se visualise et que, encore une fois, c'est le degré de distraction que ça implique qui fait que est-ce que c'est bénéfique ou pas. Si j'ai l'impression qu'un je me regarde méditer, bon là c'est peut-être qu'on part un peu dans l'imagination aussi. Là je pourrais peut-être dire que ça va peut-être un petit peu loin. Peut-on faire ces mini-sessions dans la vie quotidienne en marchant à l'extérieur par exemple? Oui, bien sûr. Moi je peux les faire même en récitant un texte. Là l'objet de méditation c'est les mots du texte. Votre vigilance c'est pendant que vous récitez ce texte, d'observer les pensées que vous venez d'avoir. Vous faites exactement ce qu'on vient de faire, mais vous le dupliquez sur diverses méditations. Vous pouvez complètement vous familiariser avec cette technique en faisant des méditations marchées, par exemple. Vous portez cette fois-ci attention à, par exemple, la sensation sous vos pieds, et en périphérie, vous activez la vigilance de savoir à quoi est-ce que je pense, qu'est-ce qu'ont été le contenu de mes pensées, faire une petite capture d'image. C'est duplicable à l'infini, et pas seulement pour les objets mentaux. On parle dans le calme mental que le calme mental se développe et se parachève avec un objet de la sphère mentale, mais il n'empêche que pour s'entraîner, on peut tout à fait prendre quelque chose dans la sphère sensorielle, le corps tout entier, les positions du corps. Il y a toute une infinité de possibilités. Mais le dénominateur commun, c'est la mise en œuvre de la mémoire et de la vigilance. En faisant de la course à pied, ou est-ce trop? Oui, on peut le faire en faisant de la course à pied. Ça risque d'être un peu plus dur. Moi, je le fais. En courant à pied, on peut réciter des mantras, ou on peut aussi faire des visualisations. Mais je dirais que si vous arrivez à le faire sur le coussin, faites-le sur la course à pied, mais commencez peut-être pas sur la course à pied, ça va être un peu ça peut être un peu difficile. C'est pour ça qu'on médite assis tranquillement chez soi aussi. Mais ça, pour les gens qui travaillent, ça peut être complètement applicable dans la vie de tous les jours. Les textes disent que cette pleine conscience, cette vigilance, c'est aussi d'observer ce qu'on dit, c'est d'observer qu'est-ce qu'on fait avec notre corps. C'est quelque chose qu'on peut appliquer à tous les éléments de notre quotidien, ça. Quand on fait la cuisine, quand on fait du jardinage, le jardinage devient l'activité
principal de la pleine conscience et tout ce qui est autre que ça devient l'objet de ma vigilance.